Bonsoir à tous, bienvenue dans Entre deux News, votre émission d'analyse de l'actualité. Ce soir, un rapport d'Amnesty International soulève des inquiétudes sur la détention des femmes enceintes en Côte d'Ivoire, une situation qui interpelle et que nous analyserons avec nos consultants Arsène Anoma, Aoumangé Lakwa, Maître Cédric Cogné et Dr Daouda Ouattara. Bonsoir à vous et merci d'être là ce soir sur ce plateau. Dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons bien sûr de la protection des consommateurs. Quelles avancées concrètes en Côte d'Ivoire? Nous en parlerons avec un invité, Yves Aka. Il est le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Il sera avec nous dans plus d'une trentaine de minutes. Mais avant, place à la première partie de notre émission, la détention de femmes enceintes mentionnées dans un rapport de l'ONG Amnesty International qui affirme que des personnes sont détenues uniquement parce qu'elles se sont trouvées à proximité de manifestations. Maître Cédric Cogné, que vous inspire cette affirmation qui ressort de leur déclaration? Alors, ces affirmations inspirent beaucoup de choses, appellent beaucoup de réflexions, interrogent notre rapport collectif à la dignité humaine dans les circonstances que nous voyons et que nous connaissons. Vous aviez tout à l'heure dans votre propos dit une chose essentielle. On avait des personnes qui étaient à proximité des lieux où les manifestations se sont... C'est Amnesty International qui le dit. Enfin, je veux dire que vous avez cité. Bien sûr, voilà. Je ne vous tiens pas responsable des propos d'Amnesty International dont la crédibilité a été éprouvée, dont l'ONU même estime que les rapports d'Amnesty International reflètent très souvent la réalité du terrain. Ceci dit, c'est que nous avons basculé d'un discours d'état de droit à un état véritablement policier dans les faits. Compte tenu du fait que dans la période d'août 2025 jusqu'à octobre 2025, on a assisté à un certain nombre d'arrestations dites préventives. L'opposition ivoirienne, représentée par le PPACI, s'en est très souvent plaint compte tenu de ce que souvent, certains de leurs manifestants qui ne se trouvaient pas sur les lieux de la manifestation ont été cueillis à l'entrée des villes quand le PPACI a annoncé des manifestations pour la démocratie, pour beaucoup d'ouverture, pour la réintégration du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc aujourd'hui, le rapport d'Amnesty International, il nous interroge, il interroge la société, il interroge également tous les acteurs du monde judiciaire. Est-ce que c'est proportionné de faire des détentions administratives? Est-ce que c'est proportionné de faire des arrestations préventives quand le fait qui, lui, peut tomber sous le coup de la loi n'a pas été commis? Est-ce que c'est quand même raisonnable pour un État qui se veut démocratique d'avoir autant de personnes dans les liens de la détention? Est-ce que c'est même raisonnable d'avoir des femmes enceintes pendant qu'on a quand même un certain nombre de mesures alternatives qui peuvent être prises? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir ces femmes enceintes-là en prison ou en détention préventive? Donc ce rapport-là nous interroge sur toutes ces questions-là et je pense que le politique devrait quand même écouter la société. Le politique ne devrait pas claironner sur des questions de justice parce que ce sont des questions qui intéressent toutes les couches de la population et qui intéressent tous les partis politiques. Aujourd'hui, on a un état de droit qui a recours de façon systématique à l'emprisonnement. Est-ce que sous le régime du RHDP, c'est ce qu'on veut servir aux Ivoiriens? Est-ce qu'on ne peut pas, sans pour autant dire qu'on est irresponsable ou pas responsable avec la fermeté, on ne pourrait pas avoir des solutions qui soient vraiment des alternatives à l'emprisonnement systématique, de sorte à ce que dans le débat politique, on puisse avoir des gens qui ont envie de s'exprimer sans craindre le fait de se trouver en prison. Parce que des personnes qui n'ont pas manifesté, qui se sont retrouvées à quelques lieux de la commission de fait de manifestation, qui se retrouvent en prison sans possibilité, malheureusement, de démontrer qu'ils ne s'apprêtaient pas à commettre des faits de manifestation, ou des personnes qui simplement, on a vu avec Niebré Kado, qui a été cueilli à froid à son domicile, ou encore la députée suppléante Pascal Zaouli, qui a été prise parce qu'on n'a pas pu mettre la main sur son mari, qui lui était soupçonné de commettre des actes de manifestation ou de sabotage ou de trouble à l'ordre public
Dans quel état est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui quand on a ce type de faits-là qui sont révélés sur la place publique? C'est quand même assez dommage pour un État qui veut bâtir la démocratie. Bien. Alors, Arsène Anoma, dans une sortie de la partie gouvernementale faite par le directeur des droits de l'homme, M. Delbé Zérignon, il dit, je cite, « Les personnes évoquées dans le communiqué d'Amnesty International ont été régulièrement poursuivies, jugées et condamnées après avoir bénéficié de l'ensemble des garanties du procès équitable. » Commentaire. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous déplorons tous qu'il y ait des arrestations. Nous aurions voulu que le débat politique se fasse hors de l'univers carcéral, parce que le débat politique, c'est un devoir d'idées. Mais malheureusement, à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire? Il est bien que dans le déroulé de cet échange, nous puissions situer le contexte dans lequel ces arrestations ont eu lieu. Nous étions dans un contexte préélectoral. Il y a un État avec ses lois qui décide d'organiser un processus électoral, qui est la présidentielle. Un ensemble de partis politiques, que moi j'appelle l'opposition radicale, décide de contester les décisions de cet État-là et de ses institutions. Ils contestent ce processus électoral-là, ils contestent la désignation des candidats et décident de s'opposer à ce processus électoral par tous les moyens. C'est dans le cadre de cette contestation qui n'est pas pacifique, qui est violente, parce que il y a eu des arrestations, il y a eu des preuves qui ont démontré qu'une insurrection se préparait, que l'État de droit, l'État responsable, qui est celui auquel nous avons droit actuellement, a pris ses responsabilités et a pris des mesures conservatoires afin de préserver l'État de droit et la quiétude des Ivoiriens. Ce que nous pouvons dire, c'est que des personnes ont été arrêtées, mais au vu du communiqué du directeur des droits de l'homme. Des droits de l'homme, nous nous rendons compte que ces personnes qui ont été arrêtées ont fait l'objet de jugements. Certains, en première instance, ils vont pouvoir se pouvoir en appel, d'autres sont en attente de jugement. Et également, on nous fait sortir seulement que 3 femmes qui sont enceintes. Mais la révélation qui est faite, c'est que depuis 2025, il y a 15 femmes enceintes qui sont dans les liens de l'incarcération. Et dans ces 15 femmes, 5 femmes ont accouché normalement. Ça veut dire que malgré leur état en incarcération, elles ont un suivi médical approprié. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, est-ce que la justice doit se faire avec l'émotion? Est-ce qu'on doit gérer un état avec l'émotion? Est-ce que parce qu'on est enceinte, on doit ne pas pouvoir répondre de ses obligations devant la justice? Moi, je dis non. Argumenter du fait qu'on est enceinte et soustraire la personne à la justice, c'est faire de l'iniquité, alors que les citoyens nous devons être tous égaux devant la loi. Donc, si les dames elles sont enceintes, qu'elles ont commis des actions répréhensibles, c'est normal que l'État enclenche son processus judiciaire et qu'elle réponde selon les lois du pays. Ce que je pourrais dire, c'est que le responsable du ministère de la Justice a dit que ces dames-là sont régulièrement suivies, elles ont droit à tout ce qu'il faut conformément à leur état. Elles ne sont pas, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de faits graves avérés. Et elles répondront comme tous les justiciables des faits qui leur sont reprochés. Si elles n'ont rien à se reprocher, cela va être démontré. On nous parle aussi de personnes qui ont été arrêtées alors qu'ils n'avaient rien à avoir. Il y a un jeune, par exemple, un exemple qui a été donné, à Cocody, il allait au mariage d'un de ses amis. Il a été pris pendant la manifestation à Cocody. Mais lorsque, durant son procès, la preuve a été faite qu'il n'avait rien à voir avec la marche, il a été libéré. Donc, il peut s'avérer qu'il y ait peut-être d'autres personnes dans ces conditions-là. Mais durant leur procès, si la preuve est faite qu'ils n'ont rien à voir, ils seront libérés. Bien. Donc, il faut dépasser l'émotion de la justice. Merci Arsène Anoma. Alors, Dr Daouda Ouattara, Amnesty International, dans sa déclaration, évoque des détenus qui ne peuvent ni recevoir leur famille, ni rencontrer un avocat. Est-ce que vous trouvez cela crédible dans un système judiciaire d'un pays comme la Côte d'Ivoire, dit État des droits? Cette situation est en déphasage avec les 5 règles Nelson Mandela édictées par l'ONU. Alors, ces 5 règles sont comme ça, le droit à l'accès à la santé, voir les parents et ne pas être maltraité, ne pas être à l'isolement plus de 15 jours. Et le 4e, c'est, je crois bien, le côté sanitaire. Alors, parmi ces 5 règles, il y a 2 qui ne sont pas respectées.
où le détenu doit avoir accès à sa famille, ou bien la famille du détenu doit pouvoir communiquer avec lui, et puis l'accès aux soins de santé. Alors que dans le communiqué, dans le rapport de Amnesty International, il est mentionné que les détenus n'ont pas accès aux bons soins de santé, si ma mémoire est bonne. C'est ce que le rapport dit. Donc il y a deux règles de la règle de Nelson Mandela qui ne sont pas respectées. Alors, il va falloir aller au-delà pour dire que la Côte d'Ivoire est un état de droit et la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre une telle situation en ce 21e siècle. Là, nous sommes en 2026. Il va falloir que la Côte d'Ivoire redore son blason, surtout le ministère en charge comment on appelle ça, des prisons en Côte d'Ivoire doit justice et droits de la l'homme. justice et les droits de l'homme doit redorer son blason en changeant la donne, en mettant un peu plus la main dans la gestion des prisons pour ne pas que les prisons soient livrées à elles-mêmes, les détenus soient livrés à eux-mêmes et rehausser le niveau de vie des détenus, rehausser les conditions de détention parce que figurez-vous que le PPA, qui est le pôle pénal d'Abidjan, a été conçu pour accueillir 1500 prisonniers. Et aujourd'hui, en 2025, nous sommes entre 5000 et 9230 détenus. Et dans de telles conditions, il y a la précarité qui s'installe. Et puis, à tout moment, il y a le manque de sécurité aussi qui va s'installer, puisque cet effectif pléthorique-là va pousser les individus à créer à chaque fois des émeutes. Et qui dit émeute parle de situation incontrôlable. Et situation incontrôlable, tout peut aller en vrille à chaque fois. Et la preuve, à chaque fois, il y a eu des années où il y a eu des émeutes, même au sein du PPA, et il y a eu des morts. Donc, c'est au ministère en charge de la gestion de ces prisons-là de mettre les bouchons doubles pour éviter de telles situations. Là, c'est un cas général que vous prenez, mais notre cas spécifique, c'est la détention des femmes enceintes. Voilà. Effectivement. Ce qui fait cas dans ce problème-ci, qui est plus particulier d'ailleurs, c'est que Amnesty International a ciblé les 3 femmes au lieu des 15 qui sont détenues dans les prisons en Côte d'Ivoire. Bien, Hassan Anouma il a si bien dit, c'est pas parce qu'elles sont enceintes qu'elles sont exemptées de répondre de leurs actes devant la justice. Mais là, nous ne sommes pas dans un cas comment on appelle ça, dans un cas de délit. Parce que les 3 femmes dont Amnesty International parle ici ont été prises sur leur lieu de travail. C'est que dit. Non, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que Amnesty International, avant de produire son rapport, va sur le terrain, va mener des enquêtes, rencontre les personnes concernées avant de produire ce rapport. Alors vous allez poursuivre. L'avocat de cette dame, Sylvain Tapi, lui, il affirme que ces femmes ont été interpellées alors qu'elles vaquaient à leurs activités quotidiennes. Et je cite, ces femmes ont été prises lors de rafles alors qu'elles vaquaient à leurs occupations. Maintenant, les autorités de Côte d'Ivoire, à travers le directeur des droits de l'homme, disent ceci, et je cite, « En Côte d'Ivoire, aucune femme privée de liberté n'est astreinte à un environnement défavorable au bon déroulement d'une grossesse », assure-t-il. Ce que moi je peux dire rapidement, c'est que quand Amnesty International produit un communiqué ou bien un rapport, même le régime le plus dictatorial va produire un contre-communiqué. C'est-à-dire va produire un démenti. Ça, c'est clair. Alors que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état de droit. Donc, c'est comme c'est la routine, au fait. Voilà. Quand Amnesty International produit un rapport, le gouvernement fait la routine, produit un communiqué. Mais le gouvernement fait des précisions à ce niveau. Non, j'en viens. Le gouvernement ne va pas reconnaître tout de suite que ce que Amnesty International a dit, c'est vrai. Même si peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce qui est dit. Et s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que Amnesty International mène des enquêtes avant de produire ce rapport. Donc Amnesty International a été peut-être au PPA, au pôle pénal d'Abidjan, avant de produire ce rapport. Donc ce qui est vu, ce qui a été entendu, ce qui a été observé, ce qui a été produit dans ce rapport. Alors, ces 3 femmes-là ont été prises sur leur lieu de travail, ce qui veut dire qu'elles n'ont rien à voir avec les manifestations
manifestation. Et il n'y a pas que ces 3 femmes-là. Et sur les 700 détenus, peut-être qu'il y a plus d'innocents que de coupables. Donc, il va falloir que la justice ivoirienne s'attelle à démêler cette histoire-là pour que les innocents puissent retrouver leur famille. Bien. Alors, Aoumangel Lakba, Amnesty parle d'un échec cuisant concernant l'interdiction de manifester. Est-ce que vous trouvez cela excessif? Bon. Échec cuisant, moi, je veux plutôt aller d'abord du contexte avant de venir à ce que Amnesty dit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tenir ce débat, mais il ne faut pas oublier dans quel contexte nous étions lorsque les arrestations se faisaient. Aujourd'hui, nous sommes à, disons, 4 mois, voire presque 5 mois après la présidentielle. Je ne constate pas d'arrestation. Alors que dans le temps bien précis, l'actualité était chaude, il ne faut pas l'oublier. On avait un contexte sociopolitique très tendu où certaines personnes étaient soupçonnées de vouloir organiser des choses. On peut soupçonner quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que la personne est coupable. Mais sauf qu'il y avait eu des mots d'ordre, il y avait eu des interdictions de marche, l'opposition, il y a eu un bras de fer. Maintenant, il s'avère que certaines personnes ont été prises sur site ou bien d'autres même à la maison. Ceux en général qui ont été pris à la maison sont souvent soupçonnés d'être organisateurs de quelque chose. Et il y en a aussi pris sur site qui étaient là au mauvais endroit et au mauvais moment. Ce que je peux dire, c'est que tout de suite, quand il y a eu les arrestations, même nous autres, sur les plateaux, la plupart du temps, on a voulu que la justice aille plus vite, en fait. Parce que dans les RAF, on peut prendre n'importe qui. Mais il faut que la justice, il faut que l'appareil fonctionne normalement. Alors que ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la justice, non seulement au niveau des détenus, il y a la surpopulation. Je ne vais pas revenir encore sur les chiffres. Au niveau de la surpopulation, c'est constaté, c'est plus des capacités initiales multipliées par 3, voire par 4. Et vous savez que beaucoup sont en attente de jugement. Et au niveau du personnel judiciaire, je peux dire qu'il y a un déficit. Du coup, quand quelqu'un est pris, avant même qu'on consulte son dossier, il peut facilement faire 5 mois, 6 mois. C'est ça qu'il convient de dénoncer. L'État doit tout faire pour qu'on ait vraiment du personnel, de sorte à ce que quand quelqu'un est interpellé pour quelque chose, ça aille vite. Au bout de 2 jours, 3 jours, qu'on finisse de voir. Parce que quand même, il y a eu des cas où des personnes avaient été interpellées, on les a écoutées, bon, qui ont eu la chance d'être vite écoutées, parce qu'il y a d'autres aussi qui sont arrêtés et qui n'ont jamais été écoutés jusqu'à maintenant. Mais c'est dû à quoi? Parce qu'il y a un manque de... Les magistrats, ils travaillent beaucoup. Quand vous êtes loin de l'appareil, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup de dossiers. Donc c'est ce qui fait, cette surpopulation-là peut l'expliquer. Maintenant, le cas des 3 femmes. Leur avocat s'est exprimé, mais je ne sais pas, au fond, qu'est-ce qu'il leur est vraiment reproché. Parce que, paraît-il, elles ont été prises sur leur lieu de travail et puis elles sont en détention. Si le dossier est aussi médiatisé jusqu'à ce que Amnesty International s'en intéresse et même fait un rapport dessus et que par derrière, elles ne sont pas encore libérées, je peux me dire que certainement qu'il y a quelque chose dans leur dossier. Parce qu'il ne faut pas oublier, le PPACI a évoqué plus de 1000 et quelques personnes qui ont été arrêtées. Bon, plus de 1000 et quelques personnes, regardez un peu notre personnel judiciaire, certainement ils sont en train de passer les interrogatoires au fur et à mesure, au peigne fin, jusqu'à ce qu'on puisse entendre tout le monde. Et une fois qu'on voit que effectivement vous êtes retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, on va vous libérer. Mais ça, moi, c'est tout ce que je peux dénoncer ici, c'est le manque de personnel, c'est la surpopulation et c'est le fait qu'il ne faut pas qu'on passe tout le temps à l'arrestation automatique quand il y a quelque chose. On peut bien prendre quelqu'un, l'interroger au commissariat, si on voit qu'il n'y a rien, on le libère. Mais on garde la personne jusqu'à aller déférer la personne souvent. Et puis après, quel est l'intérêt de prendre quelqu'un, l'interroger au commissariat, après 48 heures ou je ne sais plus, c'est 72 heures, on l'emmène à la MACA, il est là-bas. Il arrive souvent même qu'il y a d'autres dont les dossiers sont oubliés. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que vous n'avez pas d'avocat, vraiment, il y a des cas comme ça. Bien. Alors, Maître Sédé-Koné, l'œil juridique, est-ce que les droits de la défense sont-ils suffisamment protégés? Et puis, est-ce que vous estimez aussi qu'il faut réformer les procédures d'arrestation lors des manifestations en Côte d'Ivoire? Oui, dans le discours
les droits de la défense semblent être protégés. Dans les faits, on dénonce autre chose. Ce qui est mis en cause ici, c'est l'utilisation très abusive de la détention préventive qui se prolonge très souvent. Parce que vous arrivez à la MACA, on ne voit pas votre dossier, on est dans l'attente. Vous pouvez faire 5 mois déjà, voire 6 mois. J'ai moi-même eu des cas de ce type-là. Alors, pour désengorger les prisons, pour avoir une justice qui s'adapte à la vulnérabilité, comme celle que nous sommes en train de voir, notamment le cas des femmes enceintes, on peut utiliser le contrôle judiciaire, on peut utiliser l'assignation à résidence, on peut utiliser l'aménagement des peines pour des raisons médicales. Ce que j'ai entendu précédemment, ceux qui m'ont précédé sur le plateau en prenant la parole, ce que j'ai entendu, c'est quand même très grave. Nous sommes dans un état de droit, on procède à des arrestations dites préventives et ça n'émeut personne. Ça, ce sont des actes qui sont dignes d'un état d'urgence ou d'un état de siège. Dans un état dit de droit, vous allez voir que dans les grandes démocraties, par exemple, quand on procède à ce type d'arrestation-là, les personnes qui sont arrêtées, on leur dit, bon, écoutez, vous avez un contrôle judiciaire ou on vous assigne à résidence pour déjà éviter d'engorger des prisons. Voilà, ça c'est un premier cas. Mais l'État, qui n'est pas si tout-puissant que ça, le fait du prince qui ne doit pas être vérité immuable, on assume quand même les choses. Parce que vous avez des actions dignes d'un état d'urgence ou d'un état de siège, et derrière, on claironne pour dire que nous sommes dans un état de droit. En matière de liberté des personnes, des mouvements et des associations, ça ne répond pas au caractère d'un état de droit dans lequel les gens peuvent circuler, s'exprimer librement, même s'il y a des dérives. Même quand on constate des dérives, on prend la force régalienne pour réguler. Mais là, on fait des arrestations préventives, on fait des détentions préventives excessives et on claironne pour dire que nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de ne pas systématiquement brandir le marteau de la justice et c'est d'accompagner même les magistrats dans leur travail. Parce que si vous voyez que tout de suite, de façon systématique, on emprisonne et que sur des années et des années, ou bien des mois et des mois, les dossiers seront consultés, il y a une surcharge de travail. Les magistrats aussi sont des hommes. Hein, voilà. La capacité de traiter un dossier pour un homme en conditions de travail, c'est 15 dossiers minimum par jour. Si vous êtes vraiment en puissance, vous pouvez aller à 20 dossiers. Mais 15 dossiers dans l'environnement aussi contraignant que nous connaissons, qui est le nôtre, les magistrats ne supportent pas. Donc, si vous faites un ratio 15 dossiers pour des milliers et des milliers de personnes détenues, vous voyez tout de suite que les chiffres ne sont pas bons. Donc, ça veut dire que le magistrat, lui, va passer son week-end à travailler, il va passer les jours d'après, d'avant à travailler, sans oublier qu'avant que la situation ne survienne, il y avait déjà des dossiers qui étaient là, qui attendaient. Donc, voici un problème. Alors qu'on a l'impression que l'exécutif estime que la répression, c'est la solution miracle à tous les maux. Ce n'est pas la solution miracle à tous les maux. Comme je viens de vous dire, il y a le contrôle judiciaire qui est présent, il y a l'assignation à résidence qu'on peut utiliser. Et puis, on a vu, je fais un parallèle, on a eu un épisode ici qu'on a eu à traiter. On a eu l'artiste chanteur Mola, qui après quelques mois de détention, est sorti de prison. Comme si on essayait de donner une suite médiatique à ce problème-là qui a quand même ému l'opinion nationale et peut-être internationale. Et puis, en parallèle, on a ces femmes-là qui sont des invisibles totales, qu'on ne connaissait pas. N'eût été le rapport d'Amnesty International, ça n'aurait ému personne que 15 femmes enceintes, donc en situation de vulnérabilité, soient dans les liens de la détention. Je ne sais pas si on voit un peu le problème. Peut-être que pour certains ou pour certains partis, il n'y a pas de problème, mais pour moi, ça me choque dans le plus profond, dans les plus grandes profondeurs de ma conscience, parce qu'on parle de femmes enceintes. Donc ça veut dire que oui, elles doivent répondre de leurs actes dans un état de droit où chacun est responsable de ce qu'il fait, mais devant la vulnérabilité, un état moderne
prendre des décisions d'adaptation. Il y a une flopée de jurisprudence présente dans ce type de cas-là. Mais je suis quand même assez atterré, d'un point de vue professionnel, de constater que des femmes qui plus n'ont pas manifesté de volonté de procéder à des manifestations, de participer à des manifestations, soit dans les liens de la détention depuis de nombreux mois. Et puis ensuite, le ministère de la Justice, qui certainement fait un travail formidable, nous produit un communiqué pour nous dire, en substance, oui, écoutez, le régime, c'est un régime qui est strict. Ce qui n'est même pas convenable. Quand vous allez aller dans le Conseil des Nations, vous allez aller discuter avec d'autres confrères, d'autres collègues, on va vous dire non, ça n'est pas possible d'appliquer systématiquement des peines lourdes, des sanctions lourdes pour des personnes vulnérables. Bien, merci. Non, la détention préventive excessive, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Pour une femme enceinte, on peut aménager les peines. Merci. Arsène Anouma, réaction là-dessus. Et puis, on se demande aussi, est-ce qu'on peut maintenir la stabilité sans restreindre certaines libertés? Oui, bon, moi, ce que je voulais dire, en fait, aucun de nous ne se réjouit qu'il y ait des détentions, à plus forte raison des femmes enceintes. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que, comme je l'ai déjà dit, et j'ai été rejoint par mon frère là-bas, est-ce que le fait d'être enceinte te soustrait à la justice? J'ai dit non. Nous qui sommes tous sur ce plateau, considérons qu'une femme enceinte commet un fait de crime contre nous, l'un des membres de notre famille, nous n'allons pas dire que parce qu'elle est enceinte, nous n'allons rien faire. Non, nous n'allons pas regarder son état et puis ne pas rester en justice. Donc, ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit se soustraire à la loi. Ce que je voulais dire, et puis aujourd'hui, nous sommes dans un contexte apaisé. Mais il est loisible de dire ce qu'on dit. Mais lorsque on en vient au contexte qui a prévalu durant la présidentielle, comme l'a évoqué Gaël Lacroix, où on était dans un contexte de tension extrême, où l'opposition voulait coûte que coûte empêcher la tenue de la présidentielle, et le pouvoir voulait coûte que coûte permettre à ce que les institutions fonctionnent, on était je peux dire, d'un affrontement larvé. Donc, chacun s'est donné les moyens d'arriver à ses fins. Le pouvoir voulait maintenir la quiétude. Donc, il était dans son rôle régalien de prendre les dispositions qu'il fallait pour que la quiétude et la paix des Ivoiriens. Maintenant, c'est arrivé. Il y a des conséquences comme la détention de certaines personnes. Moi, je pourrais dire, comme l'a dit Gaël Lacroix, qu'il y ait la célérité dans l'action judiciaire. Parce que ça, c'est quelque chose que nous appelons tous, qu'il y ait une certaine célérité pour que les dossiers puissent avancer rapidement, pour que ceux qui sont coupables soient condamnés, ceux qui ne sont pas coupables. Parce que ça peut arriver aussi que des personnes soient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a eu des exemples, d'autres qui ont été relâchés. Ceux qui ne sont pas coupables soient relâchés. Ou bien aussi, là où je suis un peu d'accord avec M. Séduc, moi, je suis quand même pour qu'il y ait des solutions alternatives aux emprisonnements. Parce que lorsqu'il y a des solutions alternatives, ça désengorge les prisons. Parce que ce n'est pas bon que nos prisons soient engorgées. Ce n'est pas bon. Donc, je suis pour qu'il y ait des solutions alternatives comme peut-être le port de bracelet électronique, les condamnations à des... Comment on appelle ça, à des actions, à des travaux aménagés, tout ça. Mais aussi, est-ce que nos systèmes judiciaires et sécuritaires est apte à appliquer ces peines-là? Parce que c'est bon de le vouloir, mais est-ce que nous sommes prêts pour cela? Donc pour moi, je pense que l'État s'est donné le moyen de maintenir la loi. Il y a eu des choses qui sont arrivées, mais c'était aussi à l'opposition de comprendre qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. On était dans un contexte, il ne fallait pas instrumentaliser les populations pour les envoyer à commettre des forfaits qui aujourd'hui les rattrapent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont incarcérées et on voit les témoignages qui regrettent d'avoir suivi ces modes de l'opposition, qui trouvent qu'elles ont été utilisées comme des moutons de Panurge pour permettre à des personnes tapies dans l'ombre qui ont sécurisé leur famille quelque part d'aboutir à des objectifs égoïstes. Beaucoup de leaders de l'opposition ont manipulé la population et elles les ont jetées en pâture face aux lois du pays. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des regrets. Donc, il faut que tout cela serve de leçon à nos populations, serve de leçon aux militants des partis politiques, qu'on comprenne que ce n'est pas à tous les mots d'ordre qu'on doit répondre. Parfois, il faut réfléchir pour essayer de faire le distinguo entre ce qui est faisable dans un état de droit et ce qui ne doit pas être fait. On peut être militant, on peut avoir à défendre des causes qu'on estime nobles,
Mais il ne faut pas verser dans l'insurrection, dans la désobéissance de nos lois. Gaël Lakpa, maintien de l'ordre ou violation des droits humains, où se situe pour vous la vérité? Maintien de l'ordre du côté de l'État, parce que si on revient au contexte, si vous êtes dans un État et qu'il arrive qu'on interdise une marche, bon, vous avez en face soit la société civile, soit l'opposition qui revendique ce droit au nom de la loi. Maintenant, ça dépend. Au nom de la Constitution surtout. Voilà. Vous voyez, c'est tellement clair. La Constitution permet que des organisations marchent, des organisations, mais tout ça aussi, ils ne le font pas d'eux-mêmes, parce qu'il y a les autorités qui doivent accompagner, et en même temps, il faut pouvoir respecter l'autorité de l'État. Donc, si l'État dit de ne pas y aller, qu'on force, forcément, il y aura confrontation. Donc, pour moi, actuellement, il est difficile de dire s'il s'agit d'une question d'état de droit ou pas, parce que je dis bien, dans le temps qu'on avait fait le débat sur les différentes arrestations, on a pu déterminer, parce que quand il y avait une actualité claire à un moment précis, on pouvait savoir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'étaient même pas sur les lieux, mais que les forces de l'ordre sont allées chercher chez eux à la maison. Moi, je pense que quand c'est comme ça, même le cas même est encore plus grave que quelqu'un peut-être qui est de passage dans un endroit et qui a été raflé. Si ils vous ont tracé, ou bien je ne sais pas par quel moyen technologique, ils vous ont soupçonné et allé jusqu'à vous passer. Il arrive souvent aussi qu'au bout du processus, on trouve souvent des audios, des échanges de messages qui font que certaines personnes tombent sous le coup de la loi. Donc c'est un peu difficile. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment du monde dans les prisons aujourd'hui. Mais ils ne sont pas tous dans le même cas. Pour régler la situation, il nous faut vraiment plus de magistrats. Et quand je disais tout à l'heure, Maître Cédric Koné a rebondi pour dire, vous voyez, un magistrat peut traiter 15 dossiers par jour, au plus 20 s'il est trop efficace. Mais quand on vous dit qu'on parle de plus de 1000 et quelques, sans compter ceux qui étaient déjà en détention. Selon Prison Insider, là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a 41 établissements où le nombre des détenus se retrouve autour de 26 000 et quelques. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de pourcentage, on fait plus 297%. Il y a une surpopulation dans nos prisons. La surpopulation, c'est juste pour dire ça. Mais devant un tel cas de surpopulation, si vous voulez passer à la célérité, aller vite, vous devez avoir plus de personnel. Or, ce personnel-là, on ne l'a pas. Ce qui fait que malheureusement, il y a beaucoup de dossiers qui restent dans l'oubli. Les gens sont en prison, tout le monde en Afrique. Tout le monde n'a pas un avocat. C'est quand vous avez un avocat qui va chercher votre dossier pour aller vers le procureur et tout. Mais parmi tous ces gens-là, les partis politiques, mais souvent, ne mettent même pas à disposition de ces gens-là des avocats. Ce que moi, je souhaiterais que M. Anouma comprenne, c'est que parmi tous ces détenus-là, il y a des innocents. C'est ce dont on parle. C'est ce dont Amnesty International a parlé d'ailleurs. Parce que j'ai dit que j'ai demandé la célérité de la justice pour que les innocents soient retenus. Vous m'écoutez. Le rapport sur les 3 femmes-là, le rapport est clair. Le rapport dit que ces femmes-là vaquaient à leurs occupations. Ce qui veut dire qu'elles n'étaient même pas sur le lieu de la manifestation ou bien de la marche. Elles n'étaient même pas là-bas. Elles étaient liées ni de près ni de loin à cet événement-là. Donc elles ont été prises, elles sont enceintes. Et dans un tel cas, la prison n'est pas un lieu pour pouvoir bien développer leur grossesse. C'est ce qu'Amnesty International veut dire. Maintenant, les autres détenus, parmi eux, il y a des coupables, ça c'est clair. Mais parmi eux aussi, il y a certains qui n'ont quasiment rien à voir avec tous ces échauffourées. Et je vous donne un exemple palpable. Il y a des jeunes frères qui ont eu leur diplôme en BT à Abidjan. Ils sont 2 qui ont été envoyés à Yamoussoukro pour le stage. Et le jour de la marche à Yamoussoukro, il y avait pratiquement rien à la maison pour qu'ils se mettent sous la dent. Donc à midi, ils se sont levés, ils partaient payer de la ticket. Ils ont été interpellés. On n'a pas pu avoir accès à eux. Ils ont pris 3 ans, comme tout le monde. Si vous avez bien remarqué, tous ceux qui ont été arrêtés ont pris 3 ans. Que tu sois coupable ou pas, tout le monde a pris 3 ans. Et on va remonter un peu plus loin. En 2020, ça a été le cas. Il vous reste 45 secondes, allez-y. En 2020, ça a été le cas. Ça réduit. En 2020, ça a été le cas.
En 2024, il y a eu les échauffourées. Tous ceux qui ont été arrêtés ont pris la même peine. Oui, mais que tu sois innocent ou pas, tout le monde a écopé de 3 ans de prison. Et c'est la même chose qu'on nous resserre encore. Donc, il va falloir qu'arrive à un moment donné, la justice fasse la part des choses. Quand on te prend, on t'interroge au commissariat ou bien à la gendarmerie. Mais qu'est-ce qui vous dit que la justice ne fait pas la part des choses? Non, quand on dit la part des choses, quand on te prend, on t'envoie à la gendarmerie ou bien au commissariat d'abord, on t'interroge. Quand on voit que tu n'es lié ni de près ni de loin aux échauffourées, qu'on te laisse. Il ne doit pas prendre les gens pour remplir les quotas quotidiens. Ça, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Bien, merci Dr Daouda Ouattara. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour qui n'est d'autre que 1,5. En effet, en février 2026, l'inflation en Côte d'Ivoire s'établit à 1,9% en glissement annuel selon l'Agence nationale de la statistique. Une hausse portée notamment par l'augmentation des prix des produits alimentaires et du logement. Pour l'ensemble de l'année 2026, les prévisions macroéconomiques sur la table, toutefois sur une inflation maîtrisée autour de 1,5% dans un contexte de croissance économique soutenue, estimée à plus de 6%, un niveau d'inflation relativement connu, mais qui reste fortement ressenti par les ménages au quotidien. Commentaire Dr Daouda Ouattara sur la projection 1,5 en 2026. Bon, 1,5 au niveau de l'inflation en Côte d'Ivoire pour l'année 2026. Je pense après février. Après février, on pourrait faire mieux que ça. On pourrait faire mieux que ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui produit un peu de tout, un peu de gaz, un peu de pétrole. Et puis en termes de produits de première nécessité, je pense que tout pousse en Côte d'Ivoire. Bien. On pourrait faire mieux. Merci. Merci de connaître. Voilà. Oh, écoutez, moi, je me méfie toujours des chiffres qui sont donnés. Ça, c'est le premier constat. Il faut toujours une contre-expertise sur ce que l'INS a avancé comme chiffre pour qu'on puisse avoir vraiment une analyse très fiable de la chose. La deuxième chose sur ce chiffre du jour, là, c'est de se demander, mais est-ce qu'il devrait véritablement avoir inflation en Côte d'Ivoire? Comme Dr Ouattara l'a dit tout à l'heure, là, on a la terre fertile, on a la possibilité quand même de construire des logements sociaux, on a le café, le cacao, des cultures industrielles qui sont produites ici. Est-ce que c'est normal que la tasse de café que je prends avant de venir à Reflet TV là coûte 1000 francs CFA? Est-ce que c'est normal que le chocolat coûte cher? Est-ce que c'est normal que le lait coûte cher? Bon, voici des vraies questions qu'il faut regarder loin de tout chiffrisme. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que l'inflation soit maîtrisée véritablement au niveau de la Côte d'Ivoire? Parce que l'inflation, c'est un problème qui est simple. C'est la hausse du coût des aliments de première nécessité. C'est ce qui fait qu'on parle d'inflation. Est-ce que ce problème-là, en 2026, on devrait encore être à parler de l'inflation en Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, ça reste quand même perplexe sur les politiques publiques. Mais pour moi, c'est une question qui vient, ce chiffre-là, avec les statistiques de l'INS, qui viennent seulement confirmer ce qu'on dit depuis toujours. La cherté de la vie, on en parle tout le temps. Tout le temps, on parle de la cherté des loyers. Donc, si ces chiffres-là étaient en deçà, ça aurait mis en contradiction avec ce qu'on dit. Donc, quand quelqu'un dit que les loyers sont chers en Côte d'Ivoire, le transport est cher, les aliments de première nécessité, souvent à la télévision, on nous fait des reportages pour dire non, les prix, ils sont subventionnés et tout. Bon, voici ce que les chiffres disent. Le café coûte 1000 francs. Voilà, voici ce que les chiffres disent. Maintenant, par contrario, il y a un truc qui m'interpelle quand même. On parle on dit que nous sommes encore dans un contexte de croissance économique. Croissance économique d'un côté et puis inflation de l'autre. Donc, il y a un problème. Parce que si on est dans la croissance économique, ça devait pouvoir se répercuter sur la population qui devait pouvoir faire face aux réalités de l'inflation. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour l'instant. Le PIB, c'est pas là. Pour terminer le chiffre du jour. Sans être spécialiste en économie, ce que je pourrais dire, c'est qu'une inflation non maîtrisée n'est pas bonne. Parce que dans l'ensemble, ça augmente les difficultés de vie des populations. Et beaucoup de personnes le disent, les loyers, le transport, beaucoup de choses. Mais toi-même, tu peux le dire. Voilà, non, nous, on le ressent tous. Voilà, on le ressent tous. Et il faut lutter pour que ce soit... Malgré les 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Oui, non, mais ce n'est pas suffisant, on le dit. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on pourrait dire, il faudrait que l'État continue
à prendre les mesures pour maintenir les prix des denrées, comme par exemple la brigade de lutte contre la vie chère, qui continue à travailler. LVC. Et aussi, moi, je suis pour qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses. Parce qu'il faut que les richesses soient mieux redistribuées pour que toute la population en profite. Merci Arsène Arnaud. En tout cas, la vie est chère. Nous l'avons constaté ce jour. Vous l'aviez également vu à travers les JT. La tomate qui est chère la veille de la célébration de l'Aïd el-Fitr. On marque une courte pause. On revient juste après la réclame publicitaire pour parler de consommation avec, bien sûr, un président d'organisation de consommateurs en Côte d'Ivoire qui nous expliquera quelles sont les batailles qu'il mène au quotidien et pourquoi la vie est toujours chère en Côte d'Ivoire malgré leur existence. C'est l'heure de la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub pour cette seconde partie d'émission. Nous parlons bien sûr de protection des consommateurs. Quelles avancées concrètes en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Yves Aka, le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Bien, alors on abordera plusieurs points, notamment la semaine du consommateur en fin d'émission. Mais avant, nous allons un peu parler de responsabilité et crédibilité des organisations de consommateurs. Beaucoup de citoyens estiment que vous avez déserté le terrain. Pas votre organisation, mais l'ensemble du mouvement consommateur en Côte d'Ivoire. Que leur répondrez-vous? Bon, je peux dire que, en partie, pour ceux qui ne connaissent pas trop le mouvement consommateur, peuvent avoir une telle opinion. Mais nous qui sommes dedans depuis 2006, dans ce mouvement-là, nous savons que les choses ne sont pas aussi simples. Voilà, c'est à l'instar de toutes les associations en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'une organisation de consommateurs, c'est une association. Et le caractère d'une association étant à but non lucratif, étant sur le principe du bénévolat, vous comprenez que ça n'attire pas du monde. Et nous qui avons choisi depuis 2006 de militer dans ce mouvement, nous savons que c'est devenu comme le bois qu'on appelle le bois de fourmi. Au moment où d'autres viennent, d'autres s'en vont. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une activité professionnelle. Et donc, quand nous avons quelques membres qui viennent pour nous aider dans cette activité qui est un sacerdoce, ils trouvent qu'après un moment, il n'y a pas de salaire. Après un moment, bon, écoutez, il faut que je parte déposer un CV quelque part et on nous lâche. Mais nous demeurons là et avec le personnel qui a pu accepter de faire le sacrifice. Et vous parcourrez nos sièges, vous verrez que, je dis à but non lucratif, mais nous ne sommes pas financés. Et comme toute association, on doit compter sur les cotisations. Mais si les membres, même pour adhérer, c'est un problème, comment ils vont cotiser? Parce que, bien entendu, nous comptons sur le président à la tête d'une organisation de consommateurs. Il gère l'association avec ses propres moyens. Bien, mais ce que les Ivoiriens vous reprochent, voilà. Nous sommes dans un contexte de cherté de la vie. Mais on n'a même pas vu les organisations, comme on le dit, des consommateurs. Mais on ne peut pas dire qu'on ne nous a pas vus. Celui qui regarde la télé, qui suit bien la télé, c'est que, par exemple, cette semaine, il y a eu abondamment... Oui, mais c'est la semaine du consommateur. Non, mais au-delà de ça, je prends par exemple des exemples simples. Lorsqu'il y a eu la cherté de la vie en 2008, concernant l'électricité, quand on a augmenté le prix de l'électricité depuis 2008-2009, voilà. Mais ce sont les organisations de consommateurs qui se sont levés. C'est nous qui avons fait les réunions à gauche, à droite. Nous, personnellement, nous étions du côté d'Abobo, où les hommes politiques nous ont envoyés pratiquement au milieu de la foule pour qu'on puisse prendre la parole et parler pour calmer la foule, parce qu'il y a eu mort en son temps. Et donc, au niveau d'Abobo, c'est nous qui avons calmé la population. D'autres aussi sont intervenus à Daloa et autres. Bien. Et donc, Monsieur Yves, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Yves Aka. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous existez depuis 2006. Oui, je suis dans le mouvement consommateur depuis 2006. Mais pas pour cette organisation? La FACSI a été créée en 1998, le 22 décembre 1998. C'est encore plus ancien. Oui, plus ancien. Alors, donc, c'est la première fédération. J'ai allé à partir de 20 ans. Oui, oui. Est-ce que vous avez des acquis? Oui. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, tel que vous expliquez, c'est comme si j'ai l'impression que vous mettez au monde un bébé
qui ne pourra jamais grandir, qui ne pourra jamais gagner de combat. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis sur la base, et puis bon, c'est une question, hein, c'est juste un petit commentaire, sur la base du fait que vous dites que c'est à but non lucratif. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en Côte d'Ivoire, ici, elle a acheté de la vie, les réalités des gens. Les gens ne vont pas abandonner leur quotidien pour venir mener un combat. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'essayer de revoir le fonctionnement pour laisser cette affaire de non lucratif vous organiser, parce que c'est possible, pour que vous ayez des gens qui sont là, qui sont payés régulièrement et qui mènent ce combat-là? Est-ce que ce n'est pas possible? Justement, vous savez, quand la loi même dit qu'une association doit avoir un but non lucratif, doit faire du bénévolat, la même loi dit que les associations doivent être subventionnées. Mais comptez en Côte d'Ivoire, il y a eu combien d'associations? Surtout qu'une association de consommateurs est d'office d'utilité publique. Quand je crée une association de consommateurs, moi, Yves Aka, je prends un siège en engrais que je paye à 230 000 francs par mois avec mes propres ressources. Quand, par exemple, je suis au niveau de Codinum, au niveau de Codinum, il y a plus de 20 comités techniques. Et la FACSI doit envoyer du personnel pour siéger dans tous les comités techniques, pour donner la voix du consommateur dans chaque comité technique. La FACSI est membre de Codex Alimentarius où il y a plus de, je peux dire, 15 comités techniques. Je dois envoyer encore du personnel dans chaque comité technique pour parler d'informatique, pour parler de numérique, pour parler de IA, tous les sujets sont débattus dans chaque administration où on a besoin des consommateurs. Et nous devons redéployer du personnel dans tous ces comités dont je vous parle. Et tout ça dans le bénévolat? C'est du bénévolat. Vous arrivez à Codinum, vous faites une réunion, après la réunion, on vous donne du pain et condiments. Mais c'est le président du consommateur qui doit payer le transport de tous ses membres qui vont aller siéger dans tous ces comités techniques. Mais vous voulez qu'on vous donne quoi, président? Mais justement, pour le travail que nous faisons, nous méritons quand même parce que nous faisons le travail d'accompagnement de l'État. C'est l'utilité publique, ça. Donc nous méritons la subvention de la part de l'État. Voilà. Mais si vous avez une subvention de la part de l'État, comment allez-vous militer pour les populations? Mais je vous assure que si on nous donne les moyens qu'il faut, nous allons faire mieux. Vous n'allez plus défendre le peuple. Non. Je suis en train de dire que les moyens dont on parle, en fait, c'est pour être efficace. Bien. Parce que, citez-moi une administration, un ministère où le personnel n'a pas de salaire, où les gens ne réclament même pas de prime avant de travailler. C'était également un syndicat ou une association qui a le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, qui mène une lutte comme la vôtre. Je n'ai pas envie de dire des noms ici, mais il y a peut-être 2 organisations qui sont liées à l'État, qui ont eu cette subvention de l'État. Je ne voudrais pas citer les noms ici, mais les associations de consommateurs que nous sommes aussi d'utilité publique. Et vous comprendrez que le ministère du Commerce verse 3 millions par an aux fédérations de consommateurs sur toute l'étendue du territoire pour mener nos activités. Et donc, nous, ce que nous disons, il faut qu'on réfléchisse pour trouver la manière, il faut que la loi aussi nous permette de mener certaines activités, de sorte que les consommateurs qui arrivent, on puisse les utiliser pour faire le travail. Parce qu'en réalité, les moyens dont on parle, ce n'est pas pour payer nos propres... je veux dire... Bien. Merci de connaître. Vous, maintenant, sur l'impact concret sur le quotidien des Ivoiriens. Alors, effectivement, sur le quotidien des Ivoiriens, ce que je voudrais savoir, parce que le développement de M. Aka était très intéressant. Bonsoir à vous, M. Aka. Merci. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que votre association de consommateurs s'est suffisamment adaptée aux évolutions modernes au niveau de la Côte d'Ivoire? Et puis, l'impact concret, concrètement, voilà, je vais faire cette redondance-là, concrètement, combien de procès et combien de victoires vous avez eu pour défendre des causes de consommateurs? Je vais vous donner un exemple bien spécifique. On a beaucoup de consommateurs aujourd'hui qui se plaignent des services bancaires. Voilà, il y en a, je pense que beaucoup se retrouveront dans mon exposé. Donc, combien de fois vous avez porté la voix de certains collectifs? Aux États-Unis, par exemple, ça s'appelle Class Action. Et puis, ils ont introduit ça en France. On appelle ça l'action collective. Parce que ça concerne un intérêt qui touche beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez déjà mené ce type d'action-là pour défendre concrètement les droits des consommateurs ivoiriens? Vous savez,
la mission de nous, organisations de consommateurs, c'est un peu comme la mission d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Il est dans son temple, il prie pour les malades, il prie pour les foyers des familles, des gens qui ont besoin de boulot. Mais quand ces personnes-là sont, ils obtiennent, je veux dire, miséricorde, on ne vient pas sur la place publique pour pouvoir... Il ne faut pas de témoignage. Voilà. Le témoignage même se fait au sein du temple. C'est la même chose. Nous sommes, par exemple, dans notre manière de travailler, étant donné qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ce qu'on veut faire, il y a la stratégie. Nous avons, avec l'État, demandé, par exemple, qu'on ait des cadres de collaboration. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la digitalisation, on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour mener certaines actions. Regardez notre collaboration avec la compagnie d'électricité que nous avons, qui nous vend l'électricité. Je n'ai pas vu de faire de publicité que vous connaissez. Notre collaboration avec l'ARTCI, un organe de régulation de l'État. Notre collaboration avec Codex Alimentarius, notre collaboration dans certains conseils d'administration, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis en place des cadres de collaboration qui nous permettent de prendre les problèmes des consommateurs et de les régler directement. Nous avons des groupes sur les réseaux sociaux, par exemple WhatsApp et autres. Si je vous dis, depuis un moment, vous constatez que l'électricité, on a l'impression que nous sommes revenus... Un mini délestage. Voilà, un mini délestage. Mais au quotidien, si je vous montre le groupe WhatsApp dans lequel nous sommes pour collaborer avec l'entreprise, la compagnie d'électricité, nous réglons les problèmes, au moins une vingtaine de plaintes que nous réglons chaque 30 minutes. Il suffit que dans un quartier, il y ait interruption de l'électricité pour que nous, consommateurs, nous prenons cette requête pour la régler. Mais au niveau de la cherté, parce qu'on constate Au niveau de la cherté de la vie. une hausse des prix. Regardez par exemple. Moi, je connais quelqu'un qui a payé 230 000 francs de facture d'électricité le mois dernier. Voilà, à ce niveau-là, quand nous sommes saisis, nous faisons ce qu'on appelle d'abord la réclamation auprès de la compagnie. Vous partez dans une agence, vous faites la réclamation. Quand au niveau de l'agence de votre quartier, le problème n'est pas réglé, nous nous saisissons de cette plainte-là maintenant pour aller à l'ANARE. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité, c'est l'ANARE. Et au quotidien, nous sommes saisis et nous réglons régulièrement ces problèmes-là. Je ne peux pas les citer. Parce que si je dois les citer, je vous dirai que dans l'année, c'est au moins 1000 plaintes. Mais si vous tenez des statistiques pour qu'on puisse retrouver tout ça. Bien, merci. Mais c'est des choses, on ne peut pas venir sur la place publique pour en parler. Merci. Regardez par exemple au niveau de la cherté de la vie. On va répondre rapidement à cette question. Allez-y, allez-y. Au niveau de la cherté de la vie, la loi sur le commerce dit que le commerce est libre, n'est-ce pas? Donc ce sont les commerçants qui fixent librement le prix, conformément à la loi 1999 relative à la concurrence. Depuis le 27 décembre 1991, les prix sont libres. Maintenant, de façon exceptionnelle, l'État intervient lorsqu'il y a soit monopole dans un domaine, soit lorsque l'État lui-même il produit un service ou bien une denrée, ou lorsqu'il y a crise, parce que les opérateurs eux-mêmes ont créé la crise dans leur secteur. Donc, à ces trois exceptions-là, l'État intervient. Et la loi disait que l'État peut homologuer, il y avait 6 catégories de produits. Mais nous, organisation de consommateurs, en 2022, nous avons rencontré en ce temps le Premier ministre Achille Patrick. Et nous avons demandé que cette liste de catégories de produits, cette liste-là soit vraiment élargie. Et depuis 2022, il y a plus de 20 catégories de produits dont l'État fixe les prix. Donc nous parlons de plafonnement de prix depuis un moment. Vous voyez que la loi même dit qu'on peut plafonner que pour 3 mois, renouvelable qu'une seule fois. Donc dans l'année, seulement en 6 mois qu'on peut plafonner. Mais aujourd'hui, le ministre Gérard Souba a plafonné pendant toute l'année jusqu'à ce qu'on l'envoie au ministère du Plan. C'est grâce à notre pression, nos propositions. Ok, bonsoir, président. Président, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Alors, moi, je veux savoir la stratégie que vous mettez en place pour réduire un tant soit peu la cherté de la vie en Côte d'Ivoire.
la stratégie que nous mettons en place, d'abord, comme je l'ai dit, nous travaillons efficacement sur les réseaux sociaux. Nous créons des sections dans les communes. Quand nous créons des sections, ce sont des points focaux. Ce sont ces points focaux-là qui nous relaient, qui nous envoient les plaintes des consommateurs. Et lorsque nous recevons ces plaintes, nous les traitons directement en contact direct avec les structures qui font l'objet de ces plaintes-là. Voilà, si c'est le domaine de l'électricité, on va, et puis avec l'ANARE, comme je l'ai dit, on règle le problème. Si c'est du domaine de la télécommunication, téléphonie et autres, c'est l'ARTCI. Si c'est un problème de médicaments, il y a l'autorité ivoirienne de régulation de la pharmacie, l'ARP. Nous sommes membres de la commission de veille, par exemple, nous posons le problème là-bas. Mais c'est des choses, dans ces commissions, dans ces conseils d'administration et autres, le plus souvent, les décisions sont confidentielles. On ne prendra pas une décision un problème qui a été réglé là-bas pour le mettre sur la place publique, pour dire que moi, organisateur consommateur, voilà ce que je viens de faire. Or, régulièrement, au moins chaque trimestre, nous faisons ces réunions-là avec ces structures concernées pour régler le problème des consommateurs. Bien, merci. Non, on passe à un autre chapitre maintenant sur les pratiques commerciales et dérives. Voilà. Produits périmés, qualité douteuse, publicité mensongère. Pourquoi ces dérives persistent-elles en Côte d'Ivoire, Président? Le véritable problème, c'est il y a aussi, ce que je peux dire, l'analphabétisme, l'ignorance. L'ignorance est pour beaucoup. Parce que vous voyez, toutes nos lois, tous nos textes sont méconnus des consommateurs. Là où, par exemple, la loi sur l'étiquetage, parce que tu vas payer un produit, le premier élément que tu dois maîtriser, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage, c'est-à-dire les informations sur l'emballage. Mais le consommateur, quand il va dans un supermarché ou bien sur un marché, je vous assure qu'il est pressé parce qu'il a appris que ce produit-là est bon, soit c'est vraiment le goût qui l'attire, ou bien on va lui dire que peut-être c'est moins cher. Mais quand il finit d'acheter, il ne prend pas la peine de regarder sur l'emballage pour lire. Est-ce que d'abord, le produit est périmé? Donc il faut voir la date de péremption. 2, est-ce que, par exemple, les produits laitiers, la loi dit que la conservation, on ne doit pas conserver un produit laitier à plus de 6 degrés. Mais tu vas dans une boutique où le gars dit qu'ils ont coupé l'électricité. Donc, il n'a même pas branché son frigo. Ça veut dire que tous les produits laitiers qu'il vend dans sa boutique sont pratiquement corrompus. Là, on n'a même pas besoin de chercher date de péremption parce que le fait d'interrompre le circuit de froid, c'est que le produit est détruit. Donc, il y a aussi le fait que les opérateurs véreux, dans nos quartiers, nos bas quartiers, vous allez découvrir des magasins qui se trouvent à l'intérieur même des lieux d'hébergement, de logement, ou en dehors même des marchés. Le magasin se trouve dans un endroit où tu ne peux même pas t'imaginer que ici se trouve un magasin de stockage. Et là-bas, nous découvrons le plus souvent des choses abominables dans le domaine, par exemple, des boissons alcoolisées. Il y a eu des saisies de boissons vraiment dangereux avec des produits chimiques qui ne respectent pas vraiment la norme. Donc, il y a trop de choses. Je veux dire que l'ignorance, mais au niveau aussi, je veux dire que l'État doit faire aussi le contrôle, mais on ne peut pas contrôler, les contrôleurs des prix ne contrôlent pas la nuit. Les jours fériés et les opérateurs profitent de ces périodes où il n'y a pas de contrôle là pour pouvoir attenter à notre santé, à notre sécurité. Docteur, question sur ce chapitre. Alors, rapidement, je souhaiterais savoir si vous avez des agents qui vont sur le terrain, bien vous asseyez pour attendre les plaintes. Oui, vous savez, comme je l'ai dit, le manque de moyens, on a un problème de personnel. Et donc, ce que nous faisons, ce sont l'administration du commerce qui est en charge de surveiller le marché. Mais nous, ce que nous faisons avec nos points focaux dont j'ai parlé là, notre rôle, lorsque nous découvrons des situations inconfortables, je dis, qui violent les droits du consommateur, la seule chose que nous faisons, c'est de signaler. Vous savez que le ministère du Commerce a mis à notre disposition une application contrôle citoyen, par exemple. Donc nous utilisons abondamment cette application-là pour poser nos problèmes. Il y a aussi les numéros vert 1343 du ministère du Commerce
Il y a aussi la brigade de contrôle rapide que nous saisissons. Maintenant, au niveau des organes de régulation aussi, comme je l'ai dit, il y a que nous avons des cadres d'échange sur WhatsApp et en tout cas sur les réseaux sociaux. Là-bas, nous posons les problèmes des consommateurs directement. Bien. Maître Sédékoné, rapidement. Alors, quels sont les produits qui sont, parce que les consommateurs souhaitent le savoir, alors, quels sont les produits qui sont régulièrement signalés en matière de mauvaise qualité ou en matière de changement au niveau des prix? Vous avez décrit une situation très intéressante. Donc, dans les périodes, j'ai envie de dire, creuses, on constate que les boutiquiers montent les prix ou quand les inspecteurs ne sont pas sur le terrain, les prix sont montés. Donc, quels sont les produits qu'on vous signale? Est-ce qu'on peut établir une liste claire et concrète pour que les populations puissent se défendre quand elles tombent sur ce genre de cas-là déjà? Il y a le plus souvent les boissons, les produits alimentaires de façon générale. Mais il y a les produits pharmaceutiques aussi. Hein. Il y a de très mauvais médicaments sur le marché. Aujourd'hui, les cancers et autres, vous voyez, nos enfants sont malades, des maladies de vieilles personnes aujourd'hui, que les enfants de moins de 5 ans même développent. Et c'est à la base de la mauvaise qualité de certains produits. En pharmacie. Et vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les médicaments sont vendus dans des marchés, sur des tables, en bordure de rue. Et donc, ce sont des facteurs aggravants de cette situation de sécurité sanitaire. Il y a aussi le fait que, chers frères, je dirais que les consommateurs eux-mêmes, on a l'impression que porter plainte, c'est une plaie pour un consommateur. C'est-à-dire aller signaler un fait. Il va voir l'opérateur qui est en train de faire du mal. Lui-même, il va aller payer les boissons. Est-ce que ça ne s'explique pas par un manque de confiance entre consommateurs et puis ceux qui régulent le secteur? Mais si tu es ami avec un opérateur véreux, mais frère, tu fais quel choix? Le choix, c'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. C'est pourquoi nous, l'État a besoin de notre participation. Quand on crée un groupe WhatsApp pour que vous puissiez porter plainte, quand on crée une application de contrôle citoyen, quand on donne un numéro vert, c'est pour que vous puissiez apporter votre pied à l'édifice. L'administration fonctionne de 7h30 aujourd'hui à 16h30, c'est même plus à 18h. J'ai envie de vous interrompre, vous demander... Malheureusement, M. Sédékoné ne pourra pas. Prochaine question sera celle de Aouma Gaël Lakpa. On a déjà terminé, s'il vous plaît. Allez-y, Gaël Lakpa. Alors, moi, j'allais à un cas pratique, direct. On est toujours témoin du fait qu'on parle tout le temps d'augmentation du prix du carburant. Quand ça monte à l'international, dès que ça monte aujourd'hui, le lendemain, le transport augmente partout. Ça, c'est une problématique. Et quand ça baisse à l'international, le transport reste là où il était. Aujourd'hui, on parle de crise au Moyen-Orient, on parle de la situation du 2-3 d'Ormuz. Déjà, en Europe, les augmentations ont commencé. Certainement que ça risque de nous toucher ici. Ça va monter encore et peut-être que le transport va monter. En tant que président d'organisation de consommateurs, quel est votre commentaire sur ce problème-là? Parce qu'il y a longtemps qu'on en parle et puis on a l'impression que rien n'est fait. Vous savez, notre solution à la question des tarifs de transport, notre petite solution, c'est le boycott. C'est un peu comme le prix excusez-moi, dans le domaine de la boulangerie, quand à un moment ils ont voulu augmenter le prix. Nous avons fait un point de presse pour dire si on augmente 5 francs sur le prix de la baguette du pain, on va demander aux consommateurs de ne pas manger le pain pendant peut-être toute une demi-journée seulement. Mais si vous le faites, est-ce que ces messages sont suivis? Mais imaginez-vous, le véritable problème au niveau des transports, c'est ça. Je suis allé sur le terrain un jour. Vous avez allé aux heures de pointe. Le tarif qui était à 250 ou bien 300 grimpe jusqu'à 500. 500 francs. À Djamé, à Bobo. Et ils ont une stratégie où le véhicule n'arrive même pas à destination. Ils rasent, comme on le dit. Mais quand on demande aux consommateurs, s'il vous plaît, boycottons. C'est-à-dire, le Baka qui est arrivé, on ne monte pas. C'est ça le boycott. Mais au moment où tu es en train de dire, ne montons pas,
Il y a 2 qui disent non, on n'est plus pressé. Il y a 3, 4, 5, et puis ainsi de suite, vous voyez, le bac, il est plein. Et ça fait que ta stratégie ne peut pas marcher. Alors que nous avons des droits, mais nous avons des devoirs. Mais pourquoi ne pas changer de stratégie? C'est la solidarité. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour dire à un consommateur qui refuse de boycotter un transporteur qui est en train d'attenter à son pouvoir d'achat en augmentant le tarif de transport? Non, le truc ici, la question, c'était plus. Là, vous dites par rapport aux consommateurs eux-mêmes. C'est déjà bon. C'est par rapport aux consommateurs. Par rapport aux autorités. C'est là-bas que ça. Mais justement, là, à ce niveau-là, vous savez, ça c'est. Nous interpellons l'État sur cette situation parce que, comme vous l'avez dit, il suffit qu'on augmente le tarif du carburant, le coût du carburant, pour que automatiquement le lendemain, on commence à impacter cela sur le pouvoir d'achat du consommateur. Mais malheureusement, il n'y a pas, nous disons que dans le domaine des transports, les tarifs ne sont pas plafonnés. C'est le libre transport, comme la liberté économique. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, quand on fixe un nouveau prix, on peut, par exemple, sur 3 mois, plafonner les tarifs de transport. Tant que cela ne se fait pas, nous, les consommateurs, on va toujours subir. Et nous ne savons pas, nous, à notre niveau, pourquoi cette décision ne se prend pas ou pourquoi on laisse faire. Parce que là, franchement, moi-même, je suis impuissant. Mais c'est fixé entre syndicalistes et conducteurs, parce que même les transports à Bobo-Gare, à Djamé, est différent d'Adjamé à Bobo-Gare. Oui. Makori, Ibis, à Djamé-Liberté est différent d'Adjamé-Liberté à Ibis. Comment vous expliquez ce décalage entre les tarifs? Je veux dire que c'est le principe de la liberté qui fait que peut-être l'État ne veut pas... ce n'est plus alors la liberté, la liberté n'est pas libertinage. La liberté même veut qu'à un moment donné, l'État encadre. C'est pourquoi le principe de la liberté même a prévu les exceptions, l'intervention de l'État en cas de crise. Bien. Donc quand il y a crise dans le domaine des transports, l'État doit dire, on plafonne par exemple les tarifs de transport. Alors, Président, on va terminer avec la célébration de la 43e édition de la Journée internationale des consommateurs. Cette année, qu'est-ce que vous promettez concrètement aux Ivoiriens qui doutent de l'efficacité de tout le mouvement consommateur? Oh, on doute de l'efficacité de tout le mouvement consommateur. Si tu doutes de l'efficacité de tout le mouvement consommateur, au moment où je te parle, je t'invite à la Journée mondiale des droits du consommateur que nous organisons. La commémoration aura lieu ce samedi 21 mars 2026 à partir de 8 h à la Maison des Jeunes et des Savoirs de Yopougon au niveau de Niangon Sud à gauche. Derrière l'espace gastronomique à l'Ocodrome. Il faut venir là-bas parce que le thème de l'année, cette année-là, c'est des produits sûrs, des consommateurs confiants. Donc vous voyez que parler de produits sûrs, c'est parler de la qualité des produits. Et donc, on va venir débattre de cela. Nous avons invité Codinum, qui est chargé d'éditer les normes sur chaque produit et service. Nous avons invité Codex Alimentarius, qui est chargé d'éditer les normes dans le domaine alimentaire. Nous avons invité le ministère du Commerce, qui est chargé de la répression des fraudes du contrôle qualité sur le marché. Sur tous nos marchés, le ministère du Commerce va venir intervenir. Sans oublier, dans le domaine du logement, nous avons invité le ministère du Logement. Parce qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, le prix des loyers, ça continue. Donc nous avons invité tous ces ministères techniques, sans oublier nos partenaires techniques. RTCI, alors justement, comme il nous reste 1 minute rapidement, sur le coût élevé des loyers, le ministre porte-parole du gouvernement a répondu que 2 mois de caution, 2 mois d'avance quand on lui pose la question sur le coût des loyers. Comment vous réagissez? Le coût des loyers, moi j'ai préconisé aussi que là-bas il y ait plafonnement des coûts des loyers en fonction des quartiers. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes coûts dans les quartiers dits populaires que dans les quartiers, excusez-moi, de luxe. Voilà. Donc nous préconisons qu'il y ait plafonnement du prix. Il faut étudier cette question. Mais est-ce que vous êtes conscient aussi que cela soulève la question de la baisse des impôts chez certains propriétaires de bâtiments? Parce que quand on doit réduire le coût du loyer d'un bâtiment à Atekoubé, il faudra aussi réduire les impôts parce que les impôts sont perçus en fonction des entrées.
Mais justement, au niveau des impôts, l'impôt foncier, la décision de l'impôt foncier sur la valeur marchande, il faut dire que nous, organisateurs consommateurs, nous ne sommes pas vraiment trop favorables à ça. C'était la valeur vénale. Donc, le pourcentage était en fonction de la qualité du secteur. Bien. Voilà. Mais aujourd'hui, tu payes un terrain à Bobo à la même valeur qu'un terrain à Cocody, c'est le même impôt, alors que ces personnes qui sont à Bobo n'ont pas les mêmes pouvoirs d'achat. Et donc, nous ne sommes pas trop d'accord avec le principe de la valeur marchande pour calculer les impôts fonciers. Bien, on termine maintenant avec le carton rouge. Voilà. Nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Aouma Gaël Lakba. Je passe. Vous passez. Maître Dikone, vous passez également? Non, je ne passerai pas aujourd'hui, ça serait trop facile. J'ai un carton rouge pour la cherté de la vie, un carton rouge au pouvoir d'achat qui est assassiné parce qu'il n'est pas normal qu'on achète une tasse de café en Côte d'Ivoire, qui est censé être un pays producteur de café, à 1000 francs CFA. Et il y a tellement d'exemples que je passerai sur ces exemples-là, mais manger ne devrait pas être un luxe ici en Côte d'Ivoire. Bien. Docteur Daouda Ouattara. Bien, moi, mon carton rouge va à l'endroit des autorités judiciaires chargées de la plateforme de digitalisation et de sécurisation des actes de justice de Côte d'Ivoire. En effet, quand on va sur cette plateforme pour demander un document, on nous dit que le document sera traité en 112 heures. Et depuis, il y a des gens qui sont en attente depuis 3 semaines, 4 semaines, voire même 6 semaines. Et quand ils vont faire une réclamation, tu es obligé de payer avant de faire la réclamation. Alors, ce n'est pas ce pourquoi la digitalisation a été faite. Donc, carton rouge, il va falloir que la donne change. Bien. Président, carton rouge. Moi, mon carton rouge, c'est d'abord à l'égard des consommateurs qui se plaignent, qui sont dans leur salon pour se plaindre. Alors que, véritablement, c'est vrai, on peut se plaindre, mais les droits des consommateurs, il y a des devoirs qui disent qu'on doit être solidaire. C'est dans la solidarité qu'on peut régler le problème sur le marché. Quand on parle de boycott, il faut qu'on boycotte solidairement. Mon carton rouge, c'est le fait que les Ivoiriens n'aiment pas consommer local. Ils se plaignent. Les Ivoiriens sont trop dans l'émotion. Il faut consommer local, il faut accompagner tout ce qui est localement produit, de sorte que ça puisse avoir de la valeur ajoutée et puis aider nos frères qui font le commerce. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, on s'est plaint d'une affaire de Chinois, tout, mais les consommateurs ivoiriens, il faut qu'ils aident leurs frères. Il ne faudrait pas qu'ils tirent à boulet rouge sur leurs frères. Parce qu'en réalité, si vous partez ailleurs, et ils perdent la clientèle et puis ils vont fermer boutique. Donc, carton rouge, il faut qu'on consomme ivoirien. Bien. C'est malin. Merci à vous, M. Yves Aka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci à Aouma Gaël Lakba, Maître Cédric Koné, Dr Daouda Ouattara. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient demain à 19h00 pour la grande édition du journal qui sera consacrée à l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Ce faisant, nous vous souhaitons également bonne célébration de la fête du Ramadan à tous et à toutes dans la joie, l'amour, la cohésion. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir et rendez-vous lundi.